RCN. Hier, Nice a rendu hommage une fois de plus à Simone Veil, en présence de ses fils Jean et Pierre-François, des élus, des représentants de la communauté, des professeurs, élèves, parents. Le centre de documentation et d'information du lycée Albert Calmette prit le nom de la plus grande des Niçoises. Christian Strozimer de Nice, président de la métropole, a souligné lors de son allocution cette atmosphère incroyable qui régnait hier soir au lycée Albert Calmette, et il a rappelé les voyages de la mémoire organisés par le département et dont Simone Veil était la marraine. Elle était un tel symbole pour l'ensemble de nos élèves. Puis j'ai du bonheur de voir que lorsque nous avons, avec beaucoup d'entre vous, créé Alpes-Maritimes Fraternité, cher Jean, cher Pierre-François, c'est important que vous le mesuriez, ça n'était pas quelque chose que nous avons monté de manière illusoire ensemble. Ça correspondait d'ailleurs à ce moment où Simone nous apportait sa part de dimension humaine qui était la sienne, ici dans cette ville qui était la sienne et où elle est venue à partir de ce temps-là si souvent pour chacun de nos grands événements, et où nous démontrons cet esprit de fraternité qui existe pour que nous défendions face à toutes les volontés d'extrémisme qui peuvent surgir à tout instant, cette volonté de tolérance dans cette ville qui a si souvent été montrée du doigt par le passé, qui est aujourd'hui citée en exemple. Vous me parliez tout à l'heure dans notre intimité, dans la voiture, de certaines positions, de certains propos qui sont les miens, et donc vous me disiez que Simone ne se serait pas sentie trop éloignée. En réalité, je dois dire qu'elle a beaucoup pesé à un tournant de ma vie publique aussi pour orienter ma propre conscience, pour ouvrir mon regard sur les contradictions, sur les confrontations, sur une société qui souvent plonge dans les excès, et sur une société où aussi nous sommes confrontés à ces individualismes, ces égos, ce chacun pour soi, qui malheureusement pourrait à tout instant nous replonger dans des voies qui pourraient de nouveau faire tomber le malheur sur une grande démocratie comme la nôtre. Ça a été le combat de toute sa vie. Alors je veux remercier tout ce qu'il y a eu de beau et d'exemplaire cet après-midi et d'émotion dans ce lycée Albert Calmette, le lycée de Simone Veil, ici à Nice. Derrière vous, monsieur le proviseur, nous-mêmes ne sommes pas des historiens à juger l'histoire, mais j'ai la faiblesse de penser que ceux qui ont eu le plus la chance, je dirais la chance, le bonheur, de pouvoir partager autour de la table familiale la réalité de ce que Simone Veil pouvait avoir de l'histoire de cette période si dure, si dramatique pour elle-même dans sa vie familiale, dans sa vie de jeune fille, dans son éducation, comme dans les autres étapes qui furent celles de sa vie. Son Jean Veil et Pierre-François Veil, et que forcément ce bonheur que vous avez eu de partager avec votre maman ce qui a été la grande histoire d'une grande dame. Beaucoup d'entre nous pourrions en rêver. En tout cas, j'estime que c'est une chance extraordinaire que d'avoir au plus profond de votre mémoire tous ces instants partagés avec elle, comme avec Antoine, eux deux qui sont tellement indissociables l'un de l'autre. Et j'ai été ému aux larmes lorsque le président Macron, d'ailleurs, dans la cour des Invalides, a prononcé ces mots en accord avec la famille de Simone Veil. Elle reposera au Panthéon et elle y reposera avec son mari, Antoine. Ils étaient réellement indissociables. C'était un geste si fort. Et je crois d'ailleurs que dans l'histoire de tous ceux qui reposent au Panthéon, c'était sans doute une grande première. Mais elle était si juste, cette grande première, en même temps. Et puis merci à tous ces élèves qui nous ont donné aussi leurs propres leçons. Je me rappelle de cet instant au centre universitaire méditerranéen où Elie Wiesel et Simone étaient là à donner cette grande leçon à nos collégiens, ce moment si émouvant, et où il leur disait ces mots si forts en leur disant, voyez, tout ce que nous évoquons aujourd'hui, nous le faisons parce que nous sommes les témoins directs, mais on est les derniers témoins. Il n'y en aura plus après nous. Le jour où nous partirons, il n'y aura plus de témoins.
L'un et l'autre sont partis. Ils ont dit en même temps à ses élèves, ce qu'on vous demande du plus profond de notre âme, c'est de vous emparer de ce témoignage, de vous l'approprier, de devenir à votre tour des témoins des témoins. Et au fond, vous avez répondu, chers élèves, avec vos professeurs, à cet appel de Simone, à cet appel d'Elie Wiesel, tout comme le prononce encore régulièrement cet appel votre frère, chère madame, Serge Klarsfeld, avec Beate, bien évidemment, car c'est encore de ces combats où quelques-uns ont le devoir de sensibiliser les nouvelles générations et toute cette jeunesse. Et donc, lycéens, lycéennes d'Albert Calmette, merci d'avoir fait honneur à votre lycée, merci d'avoir fait honneur à la ville de Nice, merci d'avoir fait honneur à Simone Veil en répondant à un de ses derniers grands messages adressés à cette jeunesse niçoise, puisque les témoignages qui ont été les vôtres ont été réellement des témoignages authentiques, de témoins des témoins, qui nous ont extrêmement émus. En réalité, vous avez donné des leçons de conscience tout à l'heure, des leçons de vie, des leçons d'humanité, des témoignages, oui, mais pas seulement. Aujourd'hui, la douleur s'éloigne, bien évidemment. Aujourd'hui, la douleur, en même temps, fait que, un après l'autre, les survivants nous quittent. Et nous devons nous poser la question, quel hommage devons-nous leur rendre? Bien, à cette question, je donnerai personnellement 2 réponses. N'oublions pas qui furent ces êtres humains, ces filles et ces garçons, où ils vécurent et pourquoi ils moururent. Apposons leurs noms sur les murs de nos rues, de nos écoles, de nos lycées, de nos gares, en suivant le parcours de leur vie si injustement, si brutalement, si sauvagement interrompu. Et rassemblons-nous autour de ces monuments, mais pas seulement. Prolongeons leur vie éteinte par la vie d'aujourd'hui et de demain. Simone Veil et toute sa famille, et tous les Juifs de Nice, de France, d'Europe, ont été persécutés, ont été tués pour ce qu'ils ou elles étaient et non pour ce qu'ils ou elles faisaient. Ils ou elles ont été persécutés ou tués parce qu'ils ou elles étaient juifs. Eva Freud est morte parce qu'elle était juive et parce qu'elle était une femme. Être une femme dans ces années-là, c'était s'exposer à la déchéance sociale quand on disposait librement de son corps. C'était même tout simplement s'exposer à la mort. Être juif dans ces années-là, c'était s'exposer d'abord à la déchéance sociale, puis à la mort, quand on vivait simplement sa foi et sa culture. Bien aujourd'hui, la leçon que je tire du magnifique travail que vous avez fait, chers élèves, au sujet d'Eva Freud et de Simone Veil, c'est que ces femmes-là, nous devons nous souvenir, non seulement pour ce qu'elles ont été, mais aussi pour ce qu'elles ont fait. Choisir de donner le nom de Simone Veil à votre CDI me semble parfaitement en accord avec cette idée. Quand la place de la souffrance des femmes dans notre présent est enfin reconnue, quand la réalité de la souffrance des Juifs est contestée et malheureusement renouvelée, comme on vient encore de le voir avec cette terrible agression dont a été victime cet enfant de 8 ans à Sarcelles. Alors oui, l'information et la documentation deviennent une arme, la seule vraie arme à la disposition de notre démocratie. Simone a mené ce combat pour la dignité, pour la liberté des femmes, un combat extraordinaire. Il nous appartient à chacune et à chacun d'entre nous de continuer à le mener de toutes nos forces, tant nous pouvons mesurer au quotidien que c'est au quotidien que nous devons nous remettre à l'ouvrage, nous remettre au travail, que tout est si fragile. Puis enfin, un dernier mot, parce que voilà, nous sommes des patriotes français, européens, et Simone nous a apporté aussi cet enseignement de premier président du Parlement européen, de premier président, et elle y était attachée, à ce que, bien évidemment, là où tout est si fragile, nous le voyons au quotidien, l'Europe soit pour nous ce périmètre protecteur, cette compréhension entre nos nations et nos différentes racines, identités, cultures, authenticité, dans le respect des uns et des autres, là où
ça a été le berceau de tant de souffrances, mais elle était aussi une patriote niçoise. Et elle nous l'a tant démontré dans ces dernières années où elle nous a si souvent reçus. Et sans doute, le moment où elle m'aura le plus ému, et ceux qui étaient près de moi à cet instant précis, ma chère Martine, mon cher Lucien, l'ont forcément en mémoire, c'est lorsque, après avoir fait des recherches chez Eric dans nos archives départementales, j'avais retrouvé ce document d'André Jacob, cette lettre d'André Jacob avec les plans du premier tremplin de saut à ski réalisé en France, chez nous, dans la station de Beuil-Valberg. André Jacob, père de Simone Jacob, était architecte des PLG, Grand Prix de Rome, et il écrivait de mémoire les mots suivants. En 1934, monsieur le maire de Beuil m'avait passé commande des plans pour réaliser un tremplin de saut à ski. Je vous les adresse, il vous appartient maintenant de le réaliser, et ce fut fait. Et donc j'ai remis le document numérisé de ces archives départementales à Simone, qui était en larmes en voyant ce courrier de son papa, André. C'est-à-dire que cette grande famille Jacob a laissé aussi à notre département, à notre ville, un patrimoine matériel et immatériel absolument extraordinaire, et qui appartient désormais à notre mémoire vivante. Donc voilà, de tout cela, pour votre famille, cher Jean, cher Pierre-François, et en même temps pour ce qu'elle était. Nous avons les uns et les autres côtoyé des survivants de Auschwitz, de Birkenau, des camps de concentration. Nous avons croisé deux catégories de survivants. Nous en avons chacun un certain nombre en tête parce qu'ils étaient au fond du même tempérament que Simone, et je pense notamment à Charles Gottlieb, qui a accompagné tant et tant de nos élèves en direction du camp d'Auschwitz. Il y avait ceux dont on mesurait qu'il y avait une sorte de rage au fond d'eux, et qui pendant près de 30, 40, 50, 60 ans ont nourri tout le long de leur vie de cette rage, de cette soif de vengeance en quelque sorte. Et c'est parfaitement compréhensible et respectable, tant l'ignominie et l'indicible dont l'homme a été capable à un moment de notre histoire méritait aussi cette part de rejet de l'autre. Mais il y a eu ceux qui, au contraire, ont puisé une force extraordinaire en eux pour apporter de l'optimisme, pour apporter de l'espérance, pour inviter les nouvelles générations à relever de nouveaux défis, pour leur apporter les enseignements nécessaires, pour éclairer leur parcours, pour éclairer leur vie, tout simplement. Et Simone Veil a sans doute été une des plus grandes dames, si ce n'est la plus grande dame de France, à apporter cette espérance et cette lumière qui aujourd'hui continue à éclairer tant de parcours de vie. Pour tout cela, quelle fierté pour nous de savoir qu'elle est niçoise. Merci à vous d'être des nôtres aujourd'hui et de nous avoir consacré le temps. Vous êtes des Niçois, c'est dans votre sang, ça coule dans vos gènes. Ne l'oubliez jamais, cher Jean et cher Pierre-François. On est fiers de vous, on est fiers de votre maman. RCN. Hier, Nice a rendu hommage une fois de plus à Simone Veil, en présence de ses fils Jean et Pierre-François, des élus, des représentants de la communauté, des professeurs, élèves, parents. Le centre de documentation et d'information du lycée Albert Calmette prit le nom de la plus grande des Niçoises. Touchés par l'hommage rendu à leur maman, Jean et Pierre-François ont chaleureusement remercié tout le monde. Dans un pays dans lequel la devise est liberté, égalité, fraternité, je ne peux faire mieux que de vous dire chers tous. Monsieur le maire, je vous remercie, mais chers tous. Merci aux élèves, à leurs professeurs, au corps enseignant, pour ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont exprimé et qui nous a beaucoup touchés. C'était un message formidable. Merci pour l'initiative générale que vous avez faite
de donner le nom de maman au centre de documentation et d'information du lycée Calmette que maman a tant aimé. J'ai une hésitation, monsieur le proviseur, sur quelque chose que vous avez dit. Je ne suis pas sûr que ce soit simplement la déformation de l'avocat que je suis, mais peut-être. Si nous avions été proviseurs ou censeurs du lycée Albert Calmette en 1944, je ne sais pas ce que nous aurions fait après 2 arrestations de jeunes filles juives et emportées par les séides d'Aloïs Brunner. Je ne sais pas comment nous aurions réagi, et dire qu'on ne veut pas engager sa responsabilité sur le renouvellement de tel événement ne veut pas dire qu'on les approuve, ne veut pas dire qu'on s'en réjouisse, ne veut pas dire qu'on participe à la politique du gouvernement de l'époque. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que maman dit dans son livre, et je pense que nous devons être prudents sur l'interprétation qui est donnée aux propos du livre. Maman a trouvé auprès du corps enseignant, y compris chez des gens qui probablement avaient voté pour le maréchal Pétain, ou en tout cas dans une situation ambiguë, un recueil, une assistance, un sauvetage absolument extraordinaire qui a permis à maman à la fois de suivre ses courses, l'enseignement, puisque l'un des 2 était professeur, et de passer le bac la veille du jour de son arrestation. Les choses étaient plus compliquées qu'on ne le dit, et je pense qu'aucun d'entre nous n'aimerait être confronté à ces difficultés, à ces ambiguïtés, et par conséquent, je pense qu'il faut se retenir. La deuxième chose que je voudrais corriger, monsieur le proviseur, c'est, je suis le fils à la fois de Simone, mais aussi d'Antoine. Je ne pense pas que papa ne voulait pas que maman ne travaille pas. Je pense qu'il ne voulait pas qu'elle soit avocate. Parce que dans les années 40, l'avocat, c'est le complice de ses clients. Et qui lui était désagréable, comme il est désagréable encore aujourd'hui à un certain nombre de fonctionnaires ou à un certain nombre de personnes, de penser que l'avocat est le complice de délinquants, de criminels. Je pense que quand maman et papa ont arbitré la situation et que Antoine s'est réjoui de ce que sa femme devienne magistrat. Moi, je préfère être avocat, je crois que mon frère Pierre-François aussi, n'avons pas le sentiment d'être des complices, et mon père était, je crois, très, très fier des carrières d'avocat que nous avons menées et qu'il n'a jamais considéré que nous étions les complices des clients, fussent-ils notoirement connus. Entre-temps, le métier d'avocat s'était développé différemment et on faisait du droit des affaires, on était avocat de société, on défendait des gens. Et par conséquent, la situation n'était pas la même. Il faut regarder cela, tous ces faits, il faut les regarder à l'aune du moment où ils se déroulent. La bourgeoisie française, dans les années 40, pouvait considérer que être avocat était un métier dont il fallait se méfier. Donc, n'allons pas trop vite sur cette interprétation, comme n'allons pas trop vite à condamner éventuellement la directrice du lycée, qui devait être bien embarrassée avec des enfants qu'elle aimait, et dont certains avaient déjà été arrêtés, et elle se sentait probablement obligée de protéger les autres. Et je ne crois pas que ce soit simplement des propos d'avocat. Voilà ce que je voulais dire sur ce que j'ai entendu. Voilà ce que je voulais aussi dire sur ce que j'ai vu. Je trouve que l'exposition de photos, les explications qui sont données, les photos qui sont dans cette salle aussi. Je voulais vous dire merci beaucoup de votre accueil, de la chaleur. Nombreux, très nombreux, debout, les adultes, mais beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves, d'adolescents, d'élèves de ce beau lycée que maman avait tant aimé. Et je crois
pour gens comme pour moi, une très très grande émotion d'être ici, dans cette salle de ce lycée où elle est venue, qui est resté probablement assez proche de ce qu'il était à la fin des années 30, au début des années 40. Un lycée, alors il est devenu mixte maintenant, c'était un lycée de jeunes filles, les années sont passées, mais enfin il est un lycée au cœur de la ville, au milieu des rues de cette ville de Nice qu'elle aimait tant, dont elle dit dans le témoignage qui nous a été montré, combien elle aimait s'y promener, combien elle aimait y venir. Et c'est vrai que après la guerre, quand maman est venue habiter à Paris, qu'elle s'est mariée à Paris, elle a continué à revenir régulièrement à Nice. Elle y avait des amis très chers. Sa meilleure amie était la marraine de Jean, laquelle nous a souvent accueillis à Nice, de telle sorte que nous connaissons bien cette ville, que nous aimons de toutes nos fibres. Et lorsque Nice a tellement souffert, il y a 1 an et demi, monsieur le maire, nous étions par la pensée immédiatement avec vous. Quand votre ville est devenue tout d'un coup, encore plus qu'avant, le centre du monde par cet attentat épouvantable, nous étions à vos côtés. Je crois que nous sommes manifestés à votre égard immédiatement, à l'égard encore une fois, de votre ville que nous aimons tant. Et bien, moi, de la commémoration d'aujourd'hui, ou de la cérémonie d'aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que Nice est une ville debout, et que en célébrant maman aujourd'hui, vous célébrez ses vertus et vous renouvelez ses vertus de résilience, de courage, d'humanité et de fraternité. Et c'est cela que je retiens. Je terminerai par cela, adresser le premier mot qui venait, c'est les félicitations, mais c'est plutôt mon affection aux 14 élèves de seconde, première et terminale, et leurs enseignantes vigilantes et attentives, ou attentives et vigilantes, pour la présentation qui a été faite de maman, qui est d'une... alors moi je n'ai pas le goût de mon frère de reprendre les proviseurs. Il est vrai que, comme je le disais en arrivant, nous avons ce matin inauguré, Jean et moi, un autre lycée à Marseille, et être reçu chaleureusement 2 fois dans la même journée par 2 proviseurs différents, ça ne nous était jamais arrivé. Quand nous étions convoqués dans le bureau du proviseur, en général, c'était pas très bon signe. Donc je voudrais dire à ces 14 élèves de seconde, première et terminale, et à leurs enseignants tous nos remerciements pour cette rétrospective qui est d'une délicatesse et d'une justesse tout à fait saisissante. Maman n'était pas une militante, et vous le montrez bien, mais maman était une combattante, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et je crois que vous l'illustrez très bien dans les propos qui ont été tenus par vos élèves. Voilà, encore une fois, pardon de ce propos un peu long. Il n'est que la manifestation, encore une fois, de notre émotion à Jean et à moi, et de notre affection pour vous, monsieur le maire, pour vous, monsieur le président, et pour toute votre ville. Merci. RCN. Hier, Nice a rendu hommage une fois de plus à Simone Veil, en présence de ses fils Jean et Pierre-François, des élus, des représentants de la communauté, des professeurs, élèves, parents. Le centre de documentation et d'information du lycée Albert Calmette prit le nom de la plus grande des Niçoises. Pour rendre hommage à Simone Veil, les élèves ont présenté leur projet pédagogique, lu un extrait de Une vie de Simone Veil, accompagné du Kaddish de Maurice Ravel. Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit. Avant même l'ouverture des portes, nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis les projectiles
projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement. La scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les nazis ne laissaient rien au hasard. Nous étions accueillis par des bagnards que nous avons aussitôt identifiés comme des déportés français. Ils se tenaient sur le quai en répétant « Laissez vos bagages dans les wagons, mettez-vous en file, avancez ». Après quelques secondes d'hésitation, tout le monde s'exécutait. Vite, vite, il fallait faire vite. Soudain, j'ai entendu à mon oreille une voix inconnue me demander « Quel âge as-tu » À ma réponse, 16 ans et demi, a succédé une consigne. Surtout, dis bien que tu en as 18. La file est arrivée devant les SS qui opéraient la sélection avec la même rapidité. Certains disaient « Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de marcher, montez dans les camions ». Nous avions répondu « Non, on préfère se dégourdir les jambes ». Beaucoup de personnes acceptaient ce qu'elles croyaient être une marque de sollicitude, surtout les femmes avec des enfants en bas âge. Dès qu'un camion était plein, il démarrait. Quand un SS m'a demandé mon âge, j'ai spontanément répondu « 18 ans ». C'est ainsi que toutes les trois, nous avons échappé à la séparation et sommes demeurées ensemble dans la file des femmes. Bien qu'elle ait été opérée peu de temps auparavant de la vésicule biliaire et conservé des séquelles de cette intervention, maman, qui avait alors 44 ans, conservait une allure jeune. Elle était belle et d'une grande dignité. Milou avait alors 21 ans. Nous avons marché avec les autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné en béton. Muni d'une seule fenêtre où nous attendaient les capots, des brutes, même si c'étaient des déportés comme nous, et pas des SS. Elles hurlaient leurs ordres avec une telle agressivité que, tout de suite, nous nous sommes demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elles nous pressaient sans ménagement. « Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que de toute façon, vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné, bijoux, montres, alliances. Avec nous se trouvait une amie de Nice, arrêtée le même jour que moi. Elle conservait sur elle un petit flacon de parfum de Lanvin. Elle m'a dit « On va nous le prendre, mais moi je ne veux pas le donner, mon parfum. » Alors, à 3 ou 4 filles, nous nous sommes aspergées de parfum, notre dernier geste d'adolescente coquette. Après cela, plus rien. Pendant des heures, pas un mot, pas un mouvement, jusqu'à la fin de la nuit, entassées dans le bâtiment. Celles qui avaient été séparées des leurs commençaient à s'inquiéter, se demandant où étaient passés leurs enfants ou leurs parents. Je me souviens qu'aux questions que certaines posaient, les capots montraient par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s'en échappait. Nous ne comprenions pas, nous ne pouvions pas comprendre. Ce qui était en train de se produire à quelques dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l'admettre. Dehors, la cheminée des crématoires fumait sans cesse. Une odeur épouvantable se répandait partout. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là.
Les jeunes ont également choisi de lire un extrait du livre Simone Veil, Mon héroïne, de Leila Slimani, suivi du chant Ne dis jamais. Depuis mon adolescence, un portrait de Simone Veil est accroché au-dessus de mon bureau. Sur cette photographie, elle porte un chemisier blanc et ses longs cheveux noirs sont détachés. Son regard fixe l'objectif avec une détermination qui impressionne. Elle est belle comme une star de cinéma. C'était mon héroïne à moi. Son autobiographie, qu'il a consacrée comme femme de lettres, et qui a connu un succès colossal et mérité, s'intitulait sobrement Une vie. Comme si sa vie n'était qu'une existence parmi les autres, banale et ordinaire. Pourtant, quel destin! J'ai longtemps vu Simone Veil comme un personnage de roman. Comme dans les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, cette jeune femme d'une beauté et d'une force stupéfiante a brutalement quitté l'enfance, prise dans le tourbillon macabre de l'histoire. Celle qui a eu 16 ans à Birkenau, qui a connu les effroyables marches de la mort, est devenue la première femme à présider le Parlement d'une Europe dont la devise était « Plus jamais ça ». Comme dans les romans, elle a rencontré son grand amour et ne l'a plus jamais quitté. Et comme tous les personnages mythiques, elle était insaisissable, pétrie de contradictions et de silence. La petite fille de la bourgeoisie est aussi une adolescente rebelle, combative, téméraire. La femme à l'éternel chignon, qui porte des tailleurs, des colliers de perles et des lavalières, est scandaleuse, impertinente, indocile. Quel romancier aurait osé imaginer une telle héroïne chevaleresque qui consacre sa vie à défendre les orphelins, les prisonniers, les malades du sida? Après l'horreur des camps, Simone Veil aurait pu ne vouloir qu'une vie de confort, d'amour, de tendresse. Mais elle choisit l'engagement et ne recule pas devant la violence des débats. Elle s'impose de regarder le monde en face et de renoncer à une bourgeoise et tranquille indifférence. Dans son célèbre discours devant le Parlement en novembre 1974, alors qu'elle défend la loi pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, elle pose cette question fondamentale. Pourquoi ne pas continuer à fermer les yeux? Cette question, chaque homme devrait se la poser un jour. Comment fait-on pour résister à la tentation du silence et de l'égoïsme? Comment fait-on pour ne pas détourner les yeux? Une vie peut-elle avoir du sens si elle est aveugle au malheur des autres? Il suffit d'écouter les femmes, lance-t-elle devant un parlement quasi exclusivement masculin. L'assertion paraît banale, elle est révolutionnaire, car elle est formulée à une époque où la parole féminine est niée, où on apprend aux jeunes filles que cela ne se dit pas, cela ne se fait pas, où elles meurent de honte autant que des mutilations exercées sur leur corps. Simone Veil oblige la collectivité à regarder en face une situation insupportable. Elle est née dans une France où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elle a grandi dans un pays où les épouses demandaient à leur mari l'autorisation d'avoir un compte en banque, de posséder un chéquier, où l'on ne pouvait pas acheter la pilule. Dans une France où l'on cachait les filles mères, où les enfants sans père s'appelaient des bâtards, où des faiseuses d'anges avortaient dans des caves, où des femmes étaient mutilées à vivre par ces opérations barbares. Elle est née dans une famille où sa propre mère a renoncé à travailler sous la pression de son époux. Elle-même a dû négocier pour pouvoir exercer un métier. Elle sera magistrate et non pas avocate. Elle a pourtant été notre avocate, à nous tous. Elle a plaidé notre cause avec une rigueur et une intelligence hors du commun. Son féminisme était pragmatique, et sa participation pour la légalisation de l'avortement a aussi été menée comme une lutte sociale. Que vaut une loi que les bourgeois peuvent contourner et dont meurent les plus pauvres? La France d'alors ressemble à une grande partie du monde d'aujourd'hui. Dans certains pays, des centaines d'avortements clandestins sont pratiqués. Des bébés sont retrouvés dans des poubelles. Quand les plus riches se font avorter en Europe, des milliers de femmes modestes se suicident ou meurent en ingurgitant des substances toxiques. Dans le monde, on estime à 50 000
le nombre de femmes qui meurent chaque année après un avortement clandestin. Ces femmes-là, personne ne les écoute. On fait comme si elles n'existaient pas. L'honneur est sauf, c'est tout ce qui compte. Depuis qu'elle est morte, des milliers de femmes disent merci à Simone Veil. Car grâce à elle, les Françaises n'ont plus à vivre cette humiliation-là. Et son exemple doit aussi nous obliger et nous interdire de fermer les yeux. La barbarie ne meurt jamais, disait-elle. Elle est toujours tapie là, quelque part. Et il faut, malgré la peur, malgré nos lâchetés, croire qu'il n'est pas impossible de se battre. Ouvrir les yeux et le cœur, comme elle nous l'a appris. Ne dis pas que c'est là ton dernier chemin. Chaque jour fleurit dans son lendemain. Tous les espoirs qui nous ont tant attendus s'ouvriront devant notre fuite éperdue. Tous les espoirs qui nous ont tant attendus s'ouvriront devant notre fuite éperdue. Des déserts de soleil aux terres obscures, emportons tous nos douleurs et nos blessures. Et dans les forêts où coula notre sang, émergea soudain un courage insolent. Et dans les forêts où coula notre sang, émergea soudain un courage insolent. Les rayons du matin illuminent ce jour, notre nuit d'hier s'éteindra pour toujours. Et même si la lumière tarde à revenir, que ce chant en reste un ardent souvenir. Et même si la lumière tarde à revenir, que ce chant en reste un ardent souvenir. Ce chant qui nous vient du sang et non de l'eau, ce n'est pas le chant libéré des oiseaux. C'est un peuple enfermé dans des murs anciens, qui chante cet hymne les armes à la main. C'est un peuple enfermé dans des murs anciens, qui chante cet hymne les armes à la main. Tog niet geen molaas, du kees dem letzten Weg, wenn himlen bleiene vertellne bloitek. Willkommen weg nach unser ausgefängte Show. Es wird Volk und unser Tod mir seinen Do. Willkommen weg nach unser ausgefängte Show. Es wird Volk und unser Tod mir seinen Do. C'était l'occasion de rencontrer Tania Krasfeld, sœur de Serge Krasfeld, une autre grande dame très engagée. La cérémonie, c'était très émouvant. On a entendu les hommes. Oui. On n'a pas entendu les femmes. Et je crois que c'est parce qu'il y avait uniquement les fils. Il n'y avait pas de filles de Simone Veil. Mais enfin, vous, en tant que femme, oui. Comment vous auriez remercié Simone Veil? Moi, j'ai surtout admiré, sa résilience après les camps, d'avoir eu le courage de faire toutes ses études, etc. Ça m'a quand même ébloui de sa part. Et puis, la remercier pour la loi sur l'avortement, parce que je me rappelle, combien on avait peur en ce temps-là, combien d'être fille-mère, c'était l'horreur, ou d'avoir un bâtard, c'était l'horreur à l'époque. On parle toujours de la condition des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est jamais assez. Oh non, moi je trouve qu'on en parle un peu trop maintenant, parce que les gens, je vois même parmi les Juifs, les gens en ont un peu assez. Et je trouve que, à force d'en parler, ça perd de son pouvoir de frappe, je veux dire. Là, il y a eu toute une série d'émissions sur Arte, sur France Culture. Bien sûr qu'il faut le rappeler aux jeunes générations, mais il y a presque du matraquage. Je crois que c'est un peu trop. Il aurait fallu un peu le disséminer dans le temps, parce que une émission après l'autre
qu'on pouvait même pas voir, parce que il y avait en même temps sur Arte, en même temps sur France 2, et c'était pas possible, il fallait les enregistrer, etc. Et je crois que c'est un peu trop. Il fallait le répartir dans le temps. Et la condition femme juive, ou la condition des enfants, des adolescents à cette époque-là? Des enfants, oui, enfin parce que nous avions, je me rappelle avant l'arrestation de mon père, pendant que Nice était sous l'égide des Italiens, on sentait pas la guerre, hein, je dois le dire. On vivait normalement, enfin, on mangeait pas à sa faim, mais on vivait normalement. Et puis, comme j'étais dans une famille qui n'était pas du tout pratiquante, je savais même pas ce que ça voulait dire d'être juif. C'est au moment où les Allemands sont entrés à Nice que la peur a commencé. Après l'arrestation de mon père, je vais vous raconter une anecdote vraiment très drôle. Nous nous sommes cachés à Saint-Sylvestre chez une dame qui était du PPF. Et tous les soirs, nous avions droit au discours de Philippe Henriot. Et alors, Madame Moulin, qui était haute comme 3 pommes, faisait tourner autour de la table en s'extasiant aux paroles de Philippe Henriot. Et chaque fois, elle nous disait, moi, madame, les Juifs, mettez-moi 3000 personnes et un Juif au milieu. Je le sens tout de suite. Et mon frère et moi, on se pinçait sous la table. Je les sens à 5 kilomètres, les Juifs. On disait rien, mais enfin, on en pensait pas moins. Et mon grand regret, c'est que après la guerre, je suis revenue à Nice, je suis montée à Saint-Sylvestre, j'ai vu Madame Meunier, elle s'appelait Meunier, dans son petit jardin. Et je n'ai pas osé, à l'époque j'étais très timide, je n'ai pas osé lui dire « Madame Meunier, vous avez sauvé 3 Juifs ». Ce soir, il y a eu beaucoup de jeunes ici dans la salle. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes, à ceux qui ont 10, 12, 14, 20 ans? Je leur dis qu'il faut apprendre l'histoire, qu'il faut savoir ce qui s'est passé, parce que pour eux, c'est aussi ancien que pour nous l'histoire de la guerre de 14. Hein. Et je crois que c'est la seule chose. Il faut qu'ils apprennent l'histoire actuelle pour que ça recommence plus. Parce que pour eux, c'est vraiment de l'histoire. Et puis qu'ils écoutent quand même, pas comme nous, qu'ils écoutent les anciens, les derniers témoins qui restent de cette époque, quand il y en a. Ce qu'ils font pas. Hein. Je vous remets, ça laisse la place aux hommes de l'avoir été avant. Le drapeau d'histoire. Merci. Voilà. Si on met Premier Président, ça laisse à penser que les hommes ont été avant. Alors, Premier Président, ça règle le problème. L'égalité homme-femme, terminé. Par conséquent, les femmes auraient intérêt à retenir cette leçon. Ah, mais absolument. Voilà. Vous avez des